Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce 8 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Le sujet du jour nous conduit au Niger et en France. Plan de développement économique et social, Paris vole au secours de Niamey. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, M. Noumissi Wafo. On en parlera également avec Kwechou et Koumabité qui sont sur ce plateau. Déjà, on aura l'info du jour, les unes du jour, l'image du jour et le buzz du jour. Bonjour Kwechou. Bonjour Moto, bonjour Koumabité qui est donc avec nous ce matin. Bonjour également à vous mesdames et messieurs qui prenez encore le coche de l'émission avec nous ce matin. Vous faites bien d'être avec nous, vous faites bien et vous ferez bien sûr de donner votre contribution à cette émission, à cette thématique que nous aurons abordée dans quelques instants et bien sûr à toutes les escales que vous connaîtrez donc à cette émission, que ce soit pour l'image du jour ou encore à le sujet du jour ou l'info du jour. Merci encore d'être là. Il est également sur ce plateau le seul coq de la basse-cour. Koumabité, bonjour. Bonjour Emamoto et un bon retour à la maison après de nombreux déplacements. Mais c'est le travail qui règne. De toutes les façons, bonjour à vous qui nous regardez à l'instant sur For You Télévision. Bonjour à vous également qui avez donc l'habitude de nous regarder du côté de la Côte d'Ivoire, de N'Djamena, de Cotonou, de la Mauritanie, sans toutefois oublier le Salvador. De toutes les façons, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission On Remue l'actualité, une émission donc qui passe de lundi à vendredi à la même heure, vous la connaissez. Donc du coup, ça fait un grand plaisir et ça fait du bien d'être avec vous et de partager nos informations, alors de remuer l'actualité avec vous. Aujourd'hui quand même, concernant donc l'info du jour, nous allons faire un tour du côté de N'Djamena, oui, puisque nous avons dit bonjour à ses habitants donc de ce côté-là, où on parle aujourd'hui de 262, voilà, de 262 donc détenus, incarcérés donc depuis les manifestations qui ont donc eu lieu du côté du Tchad et également de N'Djamena. On va donc revenir là-dessus où les avocats ont décidé donc de manifester et de boycotter donc le travail de ce côté-là. De toutes les façons, nous allons revenir. Installez-vous simplement et attendez simplement lorsqu'il sera 11h passé de quelques minutes par là. Pour l'instant, on reste à l'introduction de notre émission et on va laisser le soin à Emamoto de continuer ou alors de vous dérouler le tapis. Voilà. Merci Koumabité. Je vais dérouler le tapis tout de suite, le sujet du jour. Niger, plan de développement économique et social, Paris vole au secours de Niamey. Eh bien, 31,4 milliards d'euros, soit 2 fois plus que la somme espérée initialement. Les résultats de la collecte de fonds organisée lundi 5 et mardi 6 décembre à Paris auront dépassé les attentes du Niger. Les investisseurs privés et les partenaires techniques et financiers de ce pays sahélien, autrement dit les institutions financières internationales, les agences des Nations Unies, l'Union européenne et autres banques de développement se sont engagés à accompagner le plan de développement économique et social conçu par Niamey pour les années 2022-2026. Ce plan quinquennal vise à stimuler une croissance économique censée atteindre sur cette période un taux annuel moyen de 9,3% contre 5,4% en moyenne entre 2017 et 2020. L'inflation serait contenue à moins de 3%, de même que le déficit budgétaire global. L'un des objectifs prioritaires est de ramener le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35% en 2026. La mise en œuvre du plan précédent s'est déroulée dans un environnement sécuritaire et sanitaire difficile, mais il a permis d'enregistrer des progrès, constate Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale pour l'Afrique. Il existe une réelle capacité d'investissement prometteur, a-t-il ajouté, notamment dans les télécoms, l'énergie électrique et les infrastructures. En plus de l'apport de ses partenaires, l'État nigérien
adjoindra 13,4 milliards d'euros de ressources propres pour financer le PDES. Cet effort traduit d'abord la responsabilité de l'État, souligne Abdou Rabiou, ministre du Plan. La mobilisation de cette somme est extrêmement conséquente. Elle équivaut au produit intérieur brut de 2021, serait possible grâce au développement de la production et des exportations de pétrole, explique Assoumi Assaoudou, ministre des Affaires étrangères. Le Niger prévoit en effet de pomper de son sous-sol 110 000 barils par jour dès 2023 contre 20 000 actuellement. Ce bond en avant découle de la mise en service prochain d'un oléoduc courant sur 2000 km jusqu'au littoral béninois qui permettra d'écouler cette production supplémentaire que ne peuvent absorber les capacités limitées de raffinage national. Les revenus tirés du pétrole pourraient représenter jusqu'à la moitié des recettes fiscales du pays et un quart du produit intérieur brut, estime le gouvernement. L'État disposera alors d'un espace budgétaire lui permettant de prendre en charge de façon beaucoup plus affirmée de financement du développement et des dépenses sociales, augmente le ministre du Plan. Voilà, mesdames, messieurs, notre sujet du jour. Téléspectateurs, téléauditeurs, internautes, pardon. Vous pouvez également participer à cette émission en envoyant vos différents messages sur notre page Facebook For You Media Africa. Et à la fin de l'émission, Comabité aura le plaisir de lire vos messages apparus durant toute l'émission. Je vais commencer par vous, Comabité, Paris, qui vaut le secours de Niamey pour son développement économique et social. On parle de 31,4 milliards d'euros. Vous pensez que cette somme-là pourrait vraiment aider Niamey à soutenir son économie d'ici 2026? Oui, il faut le rappeler. Il faut rappeler qu'on parle un peu plus de la somme d'argent demandée par le Niger, parce que vous savez, la France a donné une somme d'argent vraiment conséquente. On parle ici de 31,4 milliards de francs CFA, de 31,4 milliards. Donc c'est pas, oui. Voilà. Donc c'est vrai que cet argent va contribuer au développement économique, structurel même du Niger, mais c'est dans quelles conditions? J'aimerais peut-être dire ici que de qui se moque-t-on à la fin? Le Niger qui, à un moment donné, a joué la carte de vouloir, à un moment donné, couper les ponts ou alors couper les liens avec la France, mais à notre grande surprise, on se rend simplement compte que la France, quand même, a encore un mot à dire, puisque, pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, quand un État reconnaît quand même que, en fait, l'État, il a la possibilité de pouvoir contrôler un autre État, c'est-à-dire un État plus inférieur à lui, à un moment donné, il faut utiliser les méthodes stratégiques. Et quand on parle de méthodes stratégiques, on parle notamment de l'économie, on parle notamment de la situation qui se vit au Niger présentement. On sait que le Niger est un pays en Afrique, on sait que le Niger est un pays en majorité désertique. On sait que c'est un pays où l'économie n'est pas totalement au top. On sait quand même que la situation de vie des populations est quasiment inférieure à la moyenne. Donc, la France utilise donc toutes ces stratégies pour pouvoir revenir en force dans la domination complète, parce que je n'aimerais pas dire ici partielle, mais quand même complète de sa colonie, parce que là, il faut le rappeler. Mais maintenant, quand on parle de cette grande somme d'argent, là, d'ailleurs, nous avons discuté ici sur ce plateau où on a dit la France a perdu son autorité au Mali, la France est en train de perdre au Burkina Faso, bref, la France est en train de perdre ses marques pratiquement dans certains pays en Afrique, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique, même en Afrique du Nord, parce que là, il faut le rappeler. Mais maintenant, quand on regarde quand même le Niger, on se dit, le Niger, qui est le président du Niger?
quelles sont Mohamed les affinités. Voilà, on se rend compte que Mohamed Bazoum aujourd'hui a plus d'affinités avec la France qu'avec d'autres leaders africains. Et c'est ce que je disais récemment ici sur ce même plateau. Surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest. Justement, c'est ce que je disais sur ce même plateau ici, que l'Afrique ne pourra pas s'affirmer si ces dirigeants africains continuent à jouer, permettez-moi peut-être l'expression, continuent à jouer les lèche-bottes de ces Occidentaux-là. Pourquoi la France aujourd'hui a la possibilité de venir octroyer une quantité énorme d'argent au Niger quand on sait que même les Français actuellement n'arrivent pas à joindre les deux bouts en France? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. On parle de la France, des Nations Unies, l'Union européenne et autres banques de développement. Mais tout ça, ça fonctionne, tout ça va de pair. Quand on parle de la France, on voit l'Union européenne. Quand on voit l'Union européenne, on voit donc tout cet assemblage-là des pays de l'Union européenne, notamment l'Angleterre, notamment le Bruxelles, c'est-à-dire bref, on regarde la Belgique, on regarde, bref, tous ces pays de l'Europe qui sont alliés à l'Union européenne, puisque on sait généralement que quand vous faites partie de l'Union européenne, vous avez d'abord la protection des pays membres de l'Union européenne, ça il faut l'affirmer, et maintenant, lorsque vous êtes en crise, il faut savoir que l'Union européenne, à un moment donné, va jouer sa carte pour pouvoir vous relever, vous remettre à niveau. Parce qu'on sait aujourd'hui que la France, qui est un pays membre de l'Union européenne, n'a pas suffisamment de moyens, parce que là, il faut le dire. Parce que cet argent que la France décide de donner au Niger, c'est pas un argent que la France a puisé dans sa ressource. Non, loin de là. C'est simplement la collection, une collection une somme d'argent collectée donc par tous ces pays membres de l'Union européenne. Ça, il faut l'affirmer. Parce qu'on sait généralement, quand on parle de pratiquement de 31,4 milliards d'euros, quand même, c'est pas une petite somme. Ouais. Et quand même, c'est presque le budget, si on peut le dire aujourd'hui, c'est presque le budget d'un État ou de deux États dans un continent. Donc, aujourd'hui, le Niger prend principalement la place d'un pays qui continue à se faire manipuler. La preuve. On se rend compte quand même que les puissances militaires ou alors les forces armées militaires françaises sont toujours au Niger. On n'a jamais dit aujourd'hui que le Niger va se débarrasser. Il y a quelques mois, Paris a renforcé encore ses troupes de ce côté. Et là, je me rappelle sur ce même plateau, Madame Kouetchou et moi, on a discuté sur ce même plateau où on a dit, oui, le Niger, ou alors c'était le Burkina Faso, oui, si ma mémoire était encore bonne, où on a dit sur ce même plateau que non, la France a compris qu'en réalité, elle ne pourrait plus agir de manière direct, c'est-à-dire avec la force dans certains pays africains. Voilà pourquoi ils ont opté, donc, c'est-à-dire l'État français a donc opté une autre stratégie, c'est-à-dire une approche un peu plus diplomatique, c'est-à-dire que oui, on est d'accord qu'on ne veut plus, vous ne voulez plus que l'armée soit là, mais si nous avons notre présence encore chez vous, ça veut simplement dire que ça dépendra de vous. En tout cas, si c'est que vous décidez qu'on parte, on va partir. C'est ce que la France est en train de jouer aujourd'hui. C'est le même jeu que la France est en train de faire aujourd'hui avec le Niger. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent. Mais est-ce que la France a besoin de changer d'approche avec le Niger? Parce qu'on sait bien que le président Mohamed Bazoum et le président Macron s'entendent bien. Donc, pas besoin de passer par autre chose ou alors pour changer d'approche, pour essayer de se rapprocher du Niger. Vous savez, ils s'entendent très bien. On en parlait même dernièrement que Mohamed Bazoum est le seul en Afrique de l'Ouest qui supporte beaucoup plus Macron. La France. Il faut le dire, hein, et Mamoto, ce que vous ne voulez pas souligner ici, c'est que la géopolitique telle qu'elle est conçue, elle est principalement là pour essayer, parce que c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme un jeu de hasard, c'est-à-dire que on mise gros pour gagner gros. On ne peut pas miser petit et puis espérer gagner gros. Non, loin de là. On sait que le Niger a les ressources naturelles. On sait que la France n'a aucune ressource naturelle, ça il faut le dire. On sait que la France fait partie des pays, les pays qui polluent beaucoup plus le monde. On sait que la France n'a pas assez, ou alors n'a pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir remplir ou alors
renfouir sa main-d'œuvre qualifiée dans le domaine industriel. On sait quand même que la France aujourd'hui, quand on la regarde, c'est une France qui a les moyens de sa politique. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que l'Union européenne, et quand on parle de l'Union européenne, quand on parle de la France, on parle de l'Union européenne. Et quand on parle de l'Union européenne, on sait que la plupart des membres de l'Union européenne, ou alors la plupart des dirigeants de l'Union européenne, il y a les forces, la présence française là, au moins quand même à 40%, là il faut le dire. Mais maintenant, quand on regarde la situation du Niger, on sait que le Niger est un pays qui est un pays où Bazoum, qui est le président de ce pays-là, est en train de soutenir la France. Et on sait que quand un président, un chef d'État, décide de soutenir un autre chef d'État, ça veut dire qu'il y a des clauses, il y a eu des clauses à ce niveau. Mais maintenant, pour chuter Mamoto, il faut simplement dire ici que si Mohamed Bazoum est de connivence avec le président français, je ne suis pas sûr que les opposants du Niger sont d'avis avec le président Bazoum. Ou le peuple. Quand je parle des opposants, je parle du peuple en réalité. Parce qu'on sait très bien où est-ce que ça va finir et on sait très bien comment est-ce que ça va se passer lors des prochaines échéances électorales. Je pleure seulement, comme on dit généralement, on pleure un peu le sort du Niger parce qu'à un moment donné, on se pose les questions, où est-ce que la stratégie de Bazoum, où est-ce qu'elle va aller, ou alors où est-ce que la politique de Bazoum ira. Merci. Komabité, Kwetchou, vous partagez cet avis de... Bon, pour vous, vous pensez que ces 31,4 milliards d'euros octroyés par la France, l'Union européenne et autres banques internationales vont parvenir à soutenir l'économie du Niger? Ou alors Mohamed Bazoum va s'en sortir avec cette somme pour les années 2022 et 2023. Est-ce que cette somme-là pourra vraiment stimuler une croissance économique pour le Niger d'ici 2026? Je pense qu'aucun pays, pour l'heure, si je ne m'abuse, n'a bâti son économie, ou du moins sa pensée, son développement sur la base d'aides qui venaient d'autres pays. Personne ne vous aimera mieux que vous-même, aussi altruiste soit-il, aussi avenant soit-il vis-à-vis de votre personne. Et c'est ce qui est reproché encore à bon nombre de pays africains et aux pays en sous-développement, globalement, la partie sud du monde. C'est cette façon de garder encore des liens étroits avec les pays développés et anciennement pays colonisateurs, et de penser que toute aide qui viendra de ces pays ou des instances internationales suffiront à développer leur pays. Je m'inscris totalement en faux contre cela. Et le Niger, quelles que soient les aides, parce qu'il faut le dire quand même que dans sa relation diplomatique avec la France, ça a toujours été un rapport d'aide au développement, d'aide sur le plan sécuritaire, et ça ne va que dans la continuité de cela. Mais le Niger devrait peut-être prendre exemple sur ce qui se passe dans d'autres pays voisins qui tentent même à se refuser à ces aides. Et je pense que quand un pays refuse, ou même dans une relation de B2B de deux individus, et que l'un refuse d'avoir de l'aide d'un autre, c'est qu'il a clairement pensé que, à défaut de chercher toujours, voilà, toute aide vous rend redevable, et il y a très souvent anguille sous roche. Derrière toute aide, il y a anguille sous roche. Alors, il y a l'opinion publique, une bonne partie de l'opinion publique au Niger, qui estime notamment de la France que c'est des aides qui effectivement sont a priori pour l'aide pour le développement, pour la lutte contre le djihadisme, le terrorisme globalement dans la zone du Sahel et particulièrement au Niger, mais qui reproche beaucoup également aux entreprises françaises implantées d'utiliser beaucoup du sous-sol et des richesses minières notamment du pays. Voilà. Donc, du coup, toute aide est considérée comme une aide à double tranchant. C'est a priori une aide, mais on va dire un donnant donné, et le donneur même profite plus que celui à qui on donne. J'ai comme l'impression de dire que, en fait,
c'est pas du donnant-donné, c'est pas en réalité du donnant-donné, c'est du donnant et puis on vous impose. C'est-à-dire quoi? Je vous donne de l'argent et comme je sais qu'en retour, ce que je vais exploiter chez vous, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir me rembourser ces 31,4 milliards d'euros. C'est parce que si on réussit à convertir ça en francs CFA, c'est ce qu'on profite même, et ce qu'on ressort même dépasse. Tout à fait. Vous avez des ressources naturelles qui m'intéressent. Je ne vais pas vous dire tout de suite que vos ressources naturelles m'intéressent. Non, loin de là. Je vous fais un don d'argent, c'est-à-dire une aide humanitaire, disons n'importe quoi. Et après, 2 ans après, je vais vous dire, bon, j'aimerais construire un château d'eau sur votre partie est là. Vraiment, cette partie, je vois qu'elle est très aride et puis et tout. Mais derrière ce château d'eau-là, automatiquement, on sait que parce qu'on a étudié le sol, on sait généralement que le Niger a le fer, on sait généralement que le Niger a tel truc naturel. Et automatiquement, c'est ça que nous, on va exploiter. L'uranium, par exemple. Si le fer, l'uranium, si on parle de 31,4 milliards, qu'est-ce que l'uranium peut nous apporter si on exploite ça pendant peut-être 8 mois, 1 an? On le voit donc. Ce qui fait que ça peut faire pratiquement 4 fois plus ce qu'on vous donne. Donc, c'est ce que j'aimerais apporter un peu plus à ce qu'on était en train de dire. Donc, c'est un jeu assez dangereux quand même que jouent les autorités nigériennes et particulièrement le président Bazoum parce que il est une bonne partie donc de l'opinion du côté du Niger qui a une vue, un regard assez suspicieux sur chacune des donations françaises. Il y a exactement moins d'un mois, à peu près 2 semaines, c'était le 16 novembre dernier, c'est la France qui donnait au Niger 2 hélicoptères de combat pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme dans la zone. Et alors qu'il y a 1 an exactement, jour pour jour, on était à Terra, c'est dans l'ouest du Niger, des soulèvements populaires contre l'installation d'une partie logistique de Barkhane qui commençait déjà à être débarquée du Mali. Des soulèvements avaient fait carrément 2 morts parmi les populations du côté du Niger. Donc, comment comprendre qu'il y a une partie de la population au Niger qui marche encore dans les rues pour dire on ne veut pas de la présence logistique, de la présence française globalement, et que d'un autre côté, il y a les institutions, il y a le gouvernement qui consolide davantage ses relations diplomatiques avec la France. Donc vraiment, c'est assez ambigu. Ça veut dire que la relation du Niger et le gouvernement est en déphasage avec les populations. Dire que le gouvernement est en déphasage, ça on ne peut pas l'affirmer. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que parce que le gouvernement ne fait pas ce que le peuple réclame. Justement, ce qu'on pourrait peut-être dire en réalité, ou alors soulever en réalité, c'est simplement pour dire que où le président nigérien, Mohamed Bazoum, où il est actuellement, il sait impérativement que le peuple n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire avec la France. Ça, il faut le dire. Parce qu'on en a vu lorsque l'ex-président Nicolas Sarkozy signait encore des conventions avec l'ex-président de la Libye. On en a vu où est-ce que ça, avec Kadhafi, on a vu où cette affaire s'est achevée. On a vu où Kadhafi même a soutenu les élections de Nicolas Sarkozy, et après, qu'est-ce qu'on a vu? Et après, il a fallu simplement qu'on lui donne une claque, et puis il s'est retrouvé où il s'est retrouvé aujourd'hui. Donc, du coup, j'aimerais soulever une idéologie aujourd'hui, c'est que en réalité, Macron, ou alors le président Macron, avec tout le respect bien sûr, qu'on lui doit, bien sûr que Forio Média lui doit, sans toutefois verser dans la discrimination, c'est simplement pour dire que les Français aujourd'hui sont contre Macron lui-même. Parce que ça, il faut le dire. Mais c'est ce que la France ne veut pas soulever. Les Français aujourd'hui, parce que je ne suis pas sûr que les prochaines élections, que Macron soit candidat. Parce que il a rendu, sans toutefois vous mentir, il a rendu la France est devenue un fiasco aujourd'hui. La France a perdu pratiquement toutes ses entreprises, pratiquement peut-être 75% de ses entreprises en Afrique. Si on se rend compte. De toute façon, il en est à son 2e mandat. Il en a son 2e mandat et on n'est même pas sûr qu'il va l'achever. Attends. Oui, parce que là, les Français sont remontés. Les Français sont remontés. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir laver l'image de la France sous prétexte que non, la France a fait des dotations à l'Afrique et tout ce qui va avec. Non, ça ne donne pas. Le règne de Macron à la tête de la France a été un fiasco. Ça, il faut l'affirmer.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Mali n'a plus de conventions avec la France. La Centrafrique n'a plus de conventions avec la France. Ou alors, du moins, c'est en train de... c'est du fait que Macron, particulièrement, soit à la tête du pays, ou c'est simplement une prise de conscience? Le problème, c'est qu'il a mal géré sa diplomatie. Quant à redéfinir Tout à fait. Les bases de la coopération avec la France. Moi, je dirais que non, ce soit pas anti-Macron. Oui, c'est un sentiment anti-français, pas Macron, pas le président de la France. Vous savez, les Africains en réalité ne détestent pas toutes les relations diplomatiques avec la France. C'est fait, oui, justement. Les Africains en fait ne détestent pas ou alors ne sont pas contre les Français. Les Africains sont contre le régime français. Pourquoi je parle du régime? Je parle du régime dans le contexte où on parle de diplomatie. Parce que là, comment est-ce que je vais dire ça? Parce que visiblement parlant, on se rend simplement compte que la présence de Macron au pouvoir ou alors à la tête de la France n'a pas été relation gagnante-gagnante. Pourquoi? Parce que quand on regarde la France aujourd'hui... Est-ce qu'avec Nicolas Sarkozy, ça a été gagnant-gagnant? Non, ça n'a pas totalement été gagnant-gagnant. Ça n'a pas été gagnant-gagnant. À quel moment ça l'a été? Bon, ok, ça n'a même pas été gagnant-gagnant, mais on se rappelle quand même de Jacques Chirac. Quand on se rappelle quand même de Jacques Chirac, quand on se rappelle quand même de Jacques Chirac, ça ne l'a jamais été. Non, mais quand on se rappelle quand même de Jacques Chirac, même si on va dire que les relations diplomatiques entre les États du Nord et les États du Sud, ou alors entre les pays du Sud et les pays du Nord, c'est quand même, c'est du genre, les relations ne sont pas quand même totalement gagnant-gagnantes. Là, il faut l'affirmer. Parce qu'on sait généralement que quand un pays du Nord décide de soutenir un pays du Sud, c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose derrière. Ça, on l'affirme. Mais quand même, cela n'a pas été visible du point de vue diplomatique. Cela n'a pas quand même été visible, c'est-à-dire à l'œil nu, on savait que, en fait, la France à cette époque-là voulait piller les ressources en Afrique, mais quand même cela a été caché. Mais aujourd'hui, avec le Macron, c'est plus visible. C'est plus visible. Pourquoi? Parce qu'il se base de sa politique. La preuve, aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, on a des ambassadeurs qui sont des généraux. C'est un problème. On a des ambassadeurs qu'on décide de changer de tort à travers. On a la diplomatie française qui se retrouve en train d'être bottée du Mali. On a la diplomatie française qui se retrouve en train d'être chassée en République centrafricaine. C'est compliqué. L'économie de la Centrafrique ne se repose plus sur la France. À un moment donné, c'est un échec pour la France parce que la France en elle-même n'a pas de ressources. Et pour grandir ou alors pour nourrir son peuple, la France a besoin de l'Afrique. Et quand déjà vous perdez déjà cela, à un moment donné, même les Français deviennent contre vous. Merci, Komabiti. On va rester avec vous pour l'info de ce 8 décembre 2022. L'info du jour tout de suite avec Komabiti. Merci et Mamouto. L'info du jour de ce matin va nous conduire à N'Djamena. C'est en Afrique centrale, précisément au Tchad, où on parle donc de 262 personnes qui ont donc été condamnées lors des récentes manifestations qu'il y a eu donc en N'Djamena. On nous précise donc, les informations de N'Djamena nous précisent donc que, alors que 262 personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 2 à 3 ans au Tchad lundi dernier, les avocats du pays affirment qu'ils feront appel et des poursuites donc engagées contre les manifestants arrêtés donc dans le cadre des manifestations meurtrières du 20 octobre dernier. Au total, on parle de 401 personnes qui avaient donc été jugées à la prison de Toro, donc une prison de haute sécurité située donc dans le désert à 60 km de la capitale N'Djamena. Les avocats donc avaient boycotté les procédures pour des raisons de légalité. Je cite donc, ils ont été expulsés, maintenant ils ont été condamnés à certains, ils ont été condamnés et certains donc ont été libérés, c'est ce qu'ils disent d'après les informations, mais cela ne signifie pas que la procédure a été respectée. Ce que nous critiquons en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant que barreau donc, c'est la procédure qui a été biaisée, c'est-à-dire donc une parodie de justice, a donc déclaré les avocats du Tchad. De l'autre côté donc de N'Djamena, une cinquantaine de personnes, donc 10 membres des forces de sécurité, sont mortes lorsque la police a ouvert le feu sur des manifestations en N'Djamena et dans plusieurs autres villes le 20 octobre dernier, selon donc le bilan officiel divulgué donc ou alors publié par
le gouvernement tchadien et Mamoto. Voilà donc l'information du jour. On a donc en image les témoins donc de ces dites arrestations du 20 octobre dernier. On parle de 262. On parle de 262 personnes donc qui ont été jugées, qui ont été donc jugées, condamnées, voilà, qui ont été donc jugées et condamnées donc en N'Djamena, une peine donc allant de 2 à 3 ans pour une simple manifestation. Donc de ce côté en N'Djamena toujours hein, donc les avocats sont contre cette condamnation. Tous les avocats sont contre cette condamnation de ces manifestations qui, d'après les avocats, ils se posent des questions aujourd'hui de savoir est-ce que le Tchad aujourd'hui n'a plus la possibilité, ou alors est-ce que les Tchadiens n'ont plus la possibilité de manifester lorsqu'il s'agit d'exprimer un mécontentement. Sauf que lors de ces manifestations, il y a eu des morts. Oui, plusieurs personnes ont perdu la vie. On parle de plusieurs personnes quand même qui ont perdu la vie de ce côté. Est-ce que la démocratie est encore vraiment appliquée de ce côté-là, quand on sait quand même que la situation politique au Tchad, notamment en N'Djamena, est sous haute tension depuis quand même la prise de pouvoir, ou alors après le dialogue inclusif de ce côté-là, où le président Idriss Déby Itno, alors le président Idriss fils, Mamad Idriss fils, a donc pris le pouvoir et a donc établi donc son autorité de ce côté-là, chose que la population tchadienne n'arrive pas à accepter quand même. Depuis, on se rappelle quand même hein, lorsque Idriss Père a pris le pouvoir, on a qualifié cela on a qualifié cela de même plus imposante de ce côté-là. Est-ce que c'est la même chose qui est en train de se répéter aujourd'hui avec le fils Idriss Déby Itno? Ça sont des questions qu'on se pose, hein, mais quand même des informations qu'on a reçues de ce côté-là. On parle de ces manifestations qui ont donc été incarcérées, c'est-à-dire qu'ils ont été jugés. Ces manifestants, oui. Ces manifestants, autant pour moi, ont été incarcérés, ont été jugés et incarcérés à 2 à 3 ans de prison pour une simple manifestation. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? On ne peut pas parler de simple manifestation, on parle quand même. Il y a eu des morts. De manifestations. Voilà. Qui ont découlé sur des dizaines de morts. Le chiffre officiel évoque une cinquantaine et des chiffres officieux évoquent davantage au-delà de la centaine. Au-delà de la centaine, oui, tout à fait. C'est les manifestations qui ont été qualifiées de sanglantes et à juste titre. Et avant que ce procès d'ailleurs n'ait été lancé, il y a eu énormément de polémiques au Tchad. Quelques heures, 24 heures même avant l'ouverture du procès, c'est tout le barreau, tous les avocats tchadiens qui ont lancé un mouvement de grève. Et donc le procès a été lancé avec des manifestants qui n'avaient donc personne pour les défendre lors des différentes assises. Les raisons étant que ces manifestations qui se sont tenues pour la plupart à la capitale N'Djamena, les avocats ne comprenaient pas pourquoi le procès lui avait été déplacé vers les plus extrêmes contrées du pays. Tout à fait, notamment il y avait un besoin effectivement donc d'éloigner les personnes qui étaient jugées, donc les manifestants, de la zone où se s'est tenu donc les faits, chose qui allait totalement en contradiction avec la loi, tchadienne. Donc un procès qui a relancé encore la question des libertés fondamentale du côté du Tchad, du fait effectivement qu'on ait des manifestants qui d'ailleurs sont réprimés du fait d'avoir manifesté, des manifestants qui pour la plupart étaient issus donc des partis d'opposition, notamment le parti des transformateurs qui après ces manifestations d'ailleurs a connu une espèce de dislocation, de dispersation des différents leaders de ces partis d'opposition qui pour certains sont en exil ou essayent de se cacher autant qu'ils peuvent. Donc s'il y a une volonté manifeste à réprimer ou du moins à museler les leaders de ces partis d'opposition, une volonté désormais également à mettre sur les barreaux les manifestations qui eux étaient les manifestants qui pour eux étaient également partisans donc de ces partis politiques. La question est de savoir
Qu'en est-il finalement de cette liberté aujourd'hui qui est officiellement reconnue du côté du Tchad, hein, liberté de manifestation, liberté également octroyée aux différents, parle de multipartisme quand même. Et quand on voit comment la justice tchadienne en vient donc à traiter ses opposants, ou du moins ses manifestants, c'est des questions qui restent encore brûlantes au Tchad aujourd'hui. Et il va sans dire qu'avec les résultats de ces différents procès, ça va encore monter certainement d'un cran du côté du Tchad. Merci Kouchou, merci Koumabité pour cette information très importante. Merci à vous également. Tu nous as servi aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Voilà, la dernière de la semaine. Mais avant cela, je vais vous faire une passe et puis vous allez continuer avec avec Kouchou. Avec Kouchou. Je suppose que c'est dans la rubrique la Nuit d'info. De toutes les façons. Pas Nuit d'info. De toutes les façons, merci. Merci à vous également. D'accord. Je fais la passe à Kouchou pour les unes du jour de ce jour. Bienvenue mesdames et messieurs donc à notre moment consacré à l'actualité telle que traitée donc par des médias internationaux, particulièrement donc africains ou encore panafricains. On s'intéresse à l'actualité pour débuter ce matin avec un site burkinabé, notamment Wakat Sera, qui lui s'intéresse à l'actualité du côté du Tchad, du Sénégal voisin. Voilà. L'actualité notamment concernant le leader de l'opposition Ousmane Sonko. Ousmane Sonko et Adji Sarr, le message qui fait plus mal qu'il n'a soulagé. Effectivement, donc une bien vilaine affaire qui, il faut le dire, secoue le pays de la Teranga depuis déjà plus d'un an, février 2021 notamment, et une affaire qui de toute évidence n'est pas près de présenter son dénouement. Alors que les Sénégalais n'ont pas fini de ruminer, il faut le dire, leur retour prématuré du Qatar, et désormais donc il faille avoir un autre rebondissement donc dans cette affaire qui implique le leader de l'opposition Ousmane Sonko à Adji Sarr, une jeune esthéticienne qui accuse donc depuis plus d'un an déjà l'actuel prétendant à la présidence du côté du Tchad de viol et autres violences perpétrées à son endroit. Voilà, l'ex-masseuse ne décolère pas devant ce qu'elle qualifie d'impunité et c'est donc les derniers rebondissements. On a deux partis qui restent campés sur leur position, c'est-à-dire Ousmane Sonko qui nie totalement les faits et accuse notamment le parti au pouvoir et son principal représentant, à savoir le président de la République, d'une tentative de déstabilisation de sa personne en vue de l'écarter des prochaines échéances électorales, notamment les élections présidentielles. En tout cas, les derniers rebondissements et les dernières actualités concernant donc ce procès d'Ousmane Sonko et d'Adji Sarr, c'est à lire dans cet article signé Wakat Sera. Au Sénégal, on y reste avec notamment le quotidien.sn qui ce matin nous propose un article mode et notamment d'un défilé de mode qui a énormément fait parler du côté du Sénégal. La grande marque française de haute couture Chanel illumine Dakar. La maison de mode française a littéralement investi donc la capitale sénégalaise ces 3 derniers jours. La collection Métiers d'art 2022-2023, sortie de l'imagination de la directrice artistique de la maison française Virginie Viard, va continuer donc de rayonner dans les esprits des 800 invités qui ont assisté à l'événement. C'était mardi dernier. Mode, danse, culture, musique, bien sûr, cinéma. Le défilé métier d'art de Chanel aura été donc remarquable et aura permis un brassage culturel à nul autre pareil, avec une vitrine des plus incroyables sur la capitale sénégalaise. Était présent notamment pour l'événement la top modèle internationalement
connus, Naomi Campbell qui a fait le déplacement, ou encore des chanteurs les plus connus comme Pharrell Williams. C'était donc de sortie du côté de Dakar au Sénégal à la faveur de cet événement qui se voulait donc international. Les détails dans cet article de lequotidien.sn. La suite, c'est au Mali avec maliweb.net. Gouvernement de transition et syndicats, un attelage difficilement réalisable, nous dit Maliweb. Voilà, le climat social en dépit de la crise sécuritaire que connaît le Mali n'est guère apaisant, en tout cas nous fait savoir Maliweb, des grèves en série imminentes par plusieurs syndicats du pays, et à travers cette triste réalité, l'attelage autorité de la transition, syndicat des travailleurs apparaît irréalisable pour d'aucuns, et il devient donc urgent pour le gouvernement de transition de prendre des mesures d'anticipation afin que le front social ne dégénère davantage aux grandes dames des populations déjà un peu mises à mal dans cette situation. En tout cas, c'est un article et un édito que propose maliweb.net ce matin. L'actualité également, c'est du côté d'Afrique centrale, notamment du côté du Cameroun, avec le quotidien, notamment de l'économie, qui à la suite nous propose cet article, l'économie de ce matin. Cameroun, Guinée équatoriale vers la signature d'un accord pour l'exploitation du champ gazier de Yoyo-Yolanda. Situé donc à la frontière entre les deux pays, le Cameroun et la Guinée. Il bénéficie des deux sociétés, des sociétés américaines qui donc pourraient exploiter grandement cette découverte, ou du moins ce produit et ce bien minier qui irait simplement à la faveur et à l'avantage des deux pays que sont le Cameroun et la Guinée équatoriale, qui pourtant en ce moment connaissent une tension du fait notamment du rapatriement des Camerounais en Guinée équatoriale. On s'intéresse également à l'actualité telle que traitée par un autre quotidien camerounais, cette fois-ci le Messager. Des éléphants sèment la terreur. Voilà, plus de 100 pachydermes, il faut le dire, sortis de la réserve forestière de Campo, détruisent des hectares de plantations et des cases d'habitation dans cette commune de la région du sud. On est là du côté de Mintom, voilà, Mintom donc qui connaît une espèce de ravage du fait de ces éléphants qui se sont donc échappés de leur réserve forestière, une situation qui tend à mettre à mal les populations donc de Mintom dans le sud Cameroun. Voilà, on va dire vivement que la situation soit résolue de ce côté, et on va sortir pour ce matin avec le quotidien Le Jour qui nous parle donc d'économie également. Pourquoi les taxes augmentent? Loi de finances 2023. Pourquoi les taxes augmentent au Cameroun alors qu'il défendait déjà le budget de l'État pour l'année 2023 devant les membres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances a essayé comme ça, voilà, de justifier les hausses drastiques de certains impôts, et c'est une actualité qui fait énormément couler d'encre et de salive au Cameroun. Rien ne s'annonce donc pour de mieux au Cameroun, tant sur les denrées alimentaires ou encore sur bien d'autres biens, toute chose qui tend à créer beaucoup de remous au Cameroun. L'année 2023 ne s'annonce donc pas bien pour les Camerounais. Moto et Kumawite, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci Kwecho, merci d'avoir, comme d'habitude, fait le tour des différents kiosques des capitales africaines.
C'est un plaisir et même, malgré qu'on n'a pas eu Alvida aujourd'hui. Oui, Alvida n'était pas de la partie. Mais quand même, il y a une information qui m'a un peu embarrassé. Non, on ne parle pas de Minto, oui, c'est vrai que c'est dans le sud Cameroun, mais là on parle de la vie chère. On parle de très mauvais. On se pose les questions de savoir, mais tout augmente, mais les salaires n'augmentent jamais. Le SMIC. Le SMIC n'augmente pas d'abord le SMIC. Oui, d'accord. On peut être d'accord avec le ministre des Finances. Que, ok, malgré la situation économique dont l'Afrique ou alors le monde entier est en train de traverser, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir si les impôts doivent être rehaussés alors que même le salaire n'arrive pas à subir un coût? Ça, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que pour ceux qui travaillent, pour les fonctionnaires qui travaillent bien sûr, ceux qui sont peut-être dans la catégorie A ou B, c'est pas trop bon, ceux qui sont entre 150 et 250 000 le mois, s'ils ont la possibilité de faire des dépenses, si c'est que une personne a décidé de faire les dépenses peut-être pour 230 000 francs, ça veut dire, et la personne a réussi à épargner 20 000 francs le mois. Oui. Mais si déjà il y a encore une augmentation puisqu'on parle de la vie chère, à un moment donné, ça veut dire qu'on ne travaille rien du tout. Ça veut dire qu'on ne travaille rien du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir revoir le salaire. Nous allons subir et nous ne serons pas soulagés. Oui, parce que si on fait le ratio, on se rend compte que pour une personne qui travaille peut-être à la fonction publique, parce que ça, il faut peut-être le souligner, si vous gagnez 250 000 le mois, en 10 mois, ça fait pratiquement 2 500 000. Effectivement. Sur les 2 500 000, ça fait 10 mois. Si vous faites 20 mois, vous êtes à 5 millions. Vous êtes à 5 millions. Et maintenant, lorsqu'on regarde la tranche de vie, c'est-à-dire on regarde au niveau la marge salariale et on regarde le nombre de temps que vous avez passé à la fonction publique, mais je vous assure que si vous avez pratiquement 30 ans, ou disons 25 ans de service ou 30 ans de service, vous n'atteignez pas 70 millions de francs en 60 ans de service, vous vous imaginez. Ça veut dire que... Que direz-vous pour m'habiter de ceux qui sont dans le secteur privé? Non, je qui pense même touchent à peine parfois le dixième de ces 250 tout à fait. Ou même ceux qui sont dans le secteur informel. Plaindre ceux qui sont non, mais de 250 000 et qui sont assurés même au moins d'avoir ces 250 000 si en 60 ans, et alors qu'il y en a qui sont dans le secteur privé ou encore dans l'informel, le secteur informel au Cameroun, qui d'ailleurs est de plus en plus prisé par les jeunes parce que n'arriveront pas justement à se trouver des postes dans la fonction publique. Donc c'est pas ceux de la fonction publique qu'on va plaindre quand même. Ils sont même les mieux placés au Cameroun. Je voudrais même dire ceci. On va même s'intéresser. Ils sont même les mieux placés dans le secteur privé. Ils ont une couverture sociale quand même. Ils ont leur retraite qui est assurée. Voilà. Que dire de ceux qui touchent réellement le SMIC, qui touchent moins de 50 000 francs? J'ai pris On ne va pas plaindre justement, quand même ceux qui j'ai pris l'exemple. Quand je prends cet exemple, j'ai pris l'exemple de ceux qui travaillent à la fonction publique qui sont dans la catégorie non, eux, ils sont dans la je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Vous pensez que quelqu'un... Raison pour laquelle tous les Camerounais, les jeunes Camerounais, ils cherchent à faire des concours. Vous pensez que quelqu'un qui est vous pensez que quelqu'un qui travaille à la fonction publique, qui a 30 ans d'exercice à la fonction publique, ne puisse pas, vous cautionnez quand même cela, ne puisse pas quand même mettre de côté en moyenne 25 millions pour simplement préparer ça. Et cette personne qui est dans le secteur privé, mais qu'est-ce que vous dites? Maintenant, ceux qui sont dans le secteur privé et le secteur informel. Est-ce que vous savez même que ceux qui sont même dans le secteur informel, ceux de la fonction publique, ils sont assurés. Permettez-moi. Ils sont assurés, la retraite assurée. Comparé à ceux qui jeunes Camerounais, ce que je voudrais dire ici, font des concours sur près de 10 ans et n'en démordent pas. Voilà. Parce qu'ils veulent avoir cette espèce de couverture, être assurés quand même d'avoir une retraite, avoir un matricule qui leur garantit que d'être ou même pas, ou de ne même pas se présenter à leur lieu de service, ils percevront le salaire. Donc on ne va pas plaindre quand même ceux qui, à 15 heures, les services publics au Cameroun, à 15 heures vous y allez, c'est fermé. Or ils touchent des 250 000 quand il est des jeunes Camerounais avec des masters qui touchent 50 000 francs dans le secteur
ce point, je suis d'accord. Jusqu'à ce point, je suis d'accord. Moi, j'ai un souci. Donc, on va pas plaindre ceux qui sont les fonctionnaires que quand on fait le ratio de leurs 30 ans de service, ils ne sont pas à 60 millions. On dire de ceux qui sont à peine à 5 millions sur les 50 ans de service. Lorsque je prends... On va pas les plaindre quand même. Non, on les plaint pas du tout. Pas les plaindre. On les plaint pas du tout. Lorsque je suis en train de parler... 250 000 francs le mois quand même, dans un pays où le SMIC est à 30 et poussière de 1000, ce n'est pas énorme, mais ils ne sont absolument pas à plaindre. Ce que je suis en train de vous vouloir faire vous faire comprendre, vous êtes en train de faire une comparaison, par exemple, justement, si on fait le ratio entre ce qu'ils pourvoient même en termes de qualité de service et ce qu'ils touchent à la fin du mois, ce n'est pas du tout équitable. Permettez. Absolument pas équitable parce qu'il a des jeunes qui travaillent sur le soleil et qui à peine arrivent à rentrer sous la pluie. Jusque-là, je suis d'accord. Des individus qui travaillent dans des climatiseurs, qui sont dans des services qui chaque année sont défaillants en termes de chiffres et finalement sont garantis d'avoir le salaire à la fin du mois. Un salaire qui est viré pour certains même qui sont logés dans des camps et vous voulez les plaindre. On ne va pas, jusque-là je suis d'accord. Je crois qu'on va, non, le temps ne nous permet pas de, le temps ne nous permet pas, le temps ne nous permet pas de terminer ce que je voulais dire par là. Ce que je voulais dire par là, c'était simplement pour dire que, en réalité, si le fonctionnaire qui a cette possibilité d'avoir une minable somme de 250 000 et qui a une famille et qui n'arrive pas... Une minable somme. Oui, je le dis. Celui qui est dans le secteur privé ou alors le secteur... Je suis encore dans le secteur public. Non, Koumabité, on n'aura plus le temps. Non, je suis dans le secteur public. On va revenir. Je suis dans le secteur public. Koumabité, on va revenir sur ce sujet. Vous pensez que la vie qui est devenue très chère aujourd'hui, on va revenir sur ce sujet. Avec un 250 000 francs le mois, vous pensez que vous pouvez vous en sortir? Ça, je ne pense pas. Et avec 50 000 francs alors? Maintenant, qu'en est-il de ceux donc qui doivent s'en sortir avec 50 000 francs? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le temps tient à la Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. 5 fois 50 000 et 250 000, de toutes les façons, l'État camerounais devrait justifier cela. Vous ne pouvez pas tuer les Camerounais à ce niveau. C'est-à-dire que tout augmente, mais le salaire n'augmente jamais. Mais chaque année, vous parlez de budget de l'État qui part pratiquement à plus de 680 milliards de francs CFA chaque année. Mais le Camerounais qui vit au seuil de la pauvreté n'arrive pas à en bénéficier. Ça, c'est le problème que je suis en train de soulever. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de ces fonctionnaires qui... Je rappelle que les chiffres de la CONA qui sont évoqués et qui font état pour l'exercice... Non, mais on en a vu à l'Assemblée nationale. De 9 milliards et poussières qui ont été détournés. Je vous rappelle que la plupart, c'est dans les services publics que ces sommes sont détournées. Justement, voilà pourquoi je parle de services publics qu'on va plaindre au Cameroun. Voilà pourquoi je parle de services publics. Merci Koumabité. Je crois qu'on va rester avec vous, Kwetchou, pour l'image du jour. Allez, une également qu'on ne va pas plaindre, c'est une jeune femme qui fait énormément parler sur les réseaux et dont j'ai voulu qu'on lui donne un peu de visibilité ce matin. C'est une jeune Sénégalaise qui a eu une idée quand même assez intéressante. Elle se passionne de pâtisserie, elle vit en France et de son métier d'informaticienne, même si elle réussissait à rejoindre les deux bouts, elle s'est dit pourquoi ne pas mêler un peu de passion et également un peu de mon amour pour l'Afrique. Et de fait, elle a pu mettre sur pied des gâteaux aux couleurs de l'Afrique, imaginez-vous. Vous avez des anniversaires, vous avez, je sais pas moi, des mariages et autres événements. Et ces quelques gâteaux, cakes que vous verrez donc en image, pourraient simplement vous aider donc à pouvoir, pourquoi pas, sortir du lot un peu. Corridor. Tout ce que vous voyez, donc, c'est des gâteaux, c'est des fins gourmets, c'est des trucs, tout ce qu'il y a de plus appétissant, mais qui raconte quand même un peu de notre histoire, voilà. Et c'est donc des gâteaux, mais pas que. Parce que vous y voyez des couleurs, des motifs pagnes même africains, avec ces petits coris. On a du Bogolan. Bogolan, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas d'une dope, mais bon. Elle est de quelle nationalité? Elle est sénégalaise. Et c'est une jeune informaticienne, du moins elle a pris une reconversion.
Oui, oui, au pays de Sadio Mané. Elle a fait simplement une reconversion professionnelle, comme beaucoup peuvent le faire d'ailleurs, hein, du fait simplement qu'il manque encore énormément aujourd'hui de boulot, même dans certains. En Afrique, on évoquait des chiffres de chômage qui ne font que grimper, ou encore la vie qui est de plus en plus chère. Et voilà donc une option des plus simples. Et si vous optiez simplement pour une reconversion professionnelle, comme l'a fait cette jeune dame, voilà, et dans cette reconversion, il vous suffirait d'ajouter un peu de cette touche africaine, ou du moins de cette singularité de chez vous, qui vous permettrait donc comme ça de pouvoir vous démarquer dans le secteur qui est le vôtre. Oh là là, j'ai du mal à retrouver le nom de cette jeune femme qui fait énormément parler d'elle, hein, tant le débat a été houleux ce matin. Donc, en tout cas, c'est davantage, hein, son projet et ses créations que j'ai bien voulu partager donc avec vous ce matin. Donc, elle peut réaliser Corridor un avec le drapeau, par exemple, du Cameroun. Voilà, l'idée, par exemple, là, il est de coutume dans des pays comme le Cameroun et parfois bien d'autres, où il y a un pagne, il y a un motif pagne qui doit accompagner la cérémonie, que ce soit les mariés à la mairie ou je sais pas trop à l'église et autres. Et si elle vous faisait un gâteau justement aux couleurs, au motif de ce pagne, vous aurez donc carrément un gâteau qui serait assorti au motif, hein, du tissu que vous arboré, oui. Et ça sortirait quand même assez du lot. En tout cas, c'est très original ce qu'elle fait, c'est très beau également, et voilà, il était question donc de partager ce matin un peu de cette beauté qu'il faut le dire, hein, est également savoureuse, puisque tout ce que vous voyez est comestible. Ça, c'est quand même une chose à préciser, parce que à le voir, on pourrait avoir l'impression de ce que c'est juste un tissu qu'on a pris et on a déposé sur un gâteau, ou que non. Tout cela, c'est une crème pâtissière qui simplement, hein, est aux couleurs et aux motifs, hein, de ces tissus qui sont très souvent donc arborés du côté du Cameroun. Voilà, c'est très beau et ça donne des idées. J'opterais pour le pot d'une dent. Nafin Diaye, voilà, je m'y retrouve. Du Quinté, du wax, du Bogolan, vous en avez en image. Et c'est une jeune femme qui est bardée de diplômes quand même, hein, qui simplement s'est dit, je fais une reconversion professionnelle. J'étais informaticienne. Quand je fais le ratio entre ce que je donne comme boulot, je me sens assez lassée. Et le fait, l'argent que je gagne à la fin du mois, c'est pas exorbitant. Je me lance dans l'entrepreneuriat et je vis également de ma passion. Voilà, elle a donc créé ses gâteaux Corridor. Et vous verrez donc que sur certains de ces gâteaux, il est des petits coris, voilà, couleur dorée, donc, qui sont également comestibles. Donc, ce que je salue, c'est son ingéniosité. Mais comment est-ce qu'elle arrive à... On dirait que c'est du tissu qu'elle met à l'intérieur du gâteau, ou bien... Elle s'inspire forcément d'un tissu, et une crème, on peut la faire à toutes les couleurs, hein. C'est juste des compositions. Je crois qu'on voit de tout sur les réseaux sociaux. On arrive à faire des têtes, à faire des sosies de personnes avec du gâteau, alors que tout est comestible. Donc la pâtisserie aujourd'hui, elle a énormément avancé. Merci Kwetu, merci pour cette magnifique découverte dans le cadre de l'image du jour. Et c'est avec vous qu'on va sortir, mais avant on va prendre quelques messages apparus sur notre page Facebook For You Media Africa, et juste après on va sortir. Deux messages, Emamoto. Il s'agit de Roi Léo. Roi Léo qui envoie donc son message. Chers amis, la France joue sa carte habituelle. Donner les chiffres sans réaliser. Rappelez-vous que le président Idriss Déby qui disait qu'on promet toujours sans donner. Ça, c'est le message de Roi Léo. Un autre message, toujours de lui, hein, venant de lui. Vous parlez d'un argent invisible qui existe dans le papier pour faire taire les Nigériens avec leur président. On va lire la suite. Avec leur président libyen, voilà.
Merci à vous, Roi Léo. De toutes les façons, continuez à nous écrire. Hein. On va se charger de lire tous les messages. On se retrouve demain pour d'autres messages. Voilà, et c'est avec ces messages apparus sur notre page Facebook que nous mettons un terme à cette édition de votre programme On remue l'actu de ce 8 décembre 2022. Nous vous donnons rendez-vous demain avec un nouveau contenu. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Merci Kouetchou. Merci Mouton. Merci Koumabité. Merci à vous également, on se retrouve demain. Bon, suite des programmes.